Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la première table ronde. On va rentrer, on l'a dit, dans le concret aujourd'hui. Donc, je vous demande d'accueillir Monsieur Daugé, vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Donc, Mademoiselle Enefeu qui va nous rejoindre, voilà, puisqu'elle vient de faire sa conférence, et également Madame Bahami et Fabrice Gérard, conseiller chez Edora, et puis Monsieur Istas du Crédit Agricole. Alors, cette table ronde s'inscrit sur l'idée jusqu'à la méthanisation. Le but, c'est vraiment d'essayer de se dire, voilà, on a vu qu'il y avait dans notre territoire, mais aussi au-delà de nos frontières, des aides qui sont un petit peu différents. On va regarder ensemble également les modes de financement qu'on va pouvoir avoir, et puis également les soutiens que peuvent apporter les différentes structures qui sont regroupées aujourd'hui autour de la table. Je rappelle tout simplement aussi que tout le monde sera présent quasiment pour faire des échanges cet après-midi autour des rendez-vous d'affaires. Donc n'hésitez pas aussi à garder vos questions pour échanger tout à l'heure, et également au cours du déjeuner. Alors, Monsieur Daugé, on va commencer avec vous sur votre schéma d'intervention, quelque part, dans le cadre de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, voilà, quel soutien vous pouvez justement apporter aux porteurs de projets qui sont aujourd'hui dans la salle? Oui, merci. Pour les chambres d'agriculture, le secteur énergie, méthanisation est un secteur très important en termes de réponse à un certain nombre de problématiques, notamment sur les effluents. Donc non seulement de production d'énergie, mais aussi d'une réponse environnementale. C'est pour ça que les chambres qui sont présentes dans tous les départements, comme une chambre consulaire, mais qui est là pour accompagner et développer. Alors, il y a 3 axes. Il y a un premier axe qui est la chambre, c'est le rôle des chambres, c'est d'être un outil de référencement de l'ensemble des sujets, que ce soit sur l'intérêt de la méthanisation, sur la valorisation, sur la capacité, sur les digestats. Mais cet outil, c'est justement pour accompagner les projets, de l'information déjà, des réunions terrain sur ce qu'est un méthaniseur, l'intérêt d'un méthaniseur, et ensuite tout ce qui est communication et accompagnement sur les dossiers des projets agricoles qui sont souvent assez divers d'ailleurs, mais accompagnement. Et puis la troisième chose, et on est en pleine actualité, soit de loi de transition énergétique, soit de conférence environnementale, la troisième chose, c'est aussi de quelque part défendre les intérêts, quoi, ou en tout cas placer la méthanisation agricole au cœur aussi des possibilités en termes de transition énergétique, parce que c'est vrai que l'agriculture est un métier quelquefois à part, mais je dirais qu'en termes de biomasse et en termes d'apport et en termes de possibilités, l'agriculture a vraiment une carte à apporter à cette transition énergétique. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, qui est aussi une solution, et notamment en matière d'environnement sur les effluents, qui peut transformer les effluents en digestats plus facilement, épandables ensuite, quoi, en termes de risque pour l'eau notamment, je pense. Donc voilà, c'est quelque part une boucle pour l'agriculture. Voilà, donc l'agriculture qui est bien sûr très présente, ou la méthanisation plutôt qui est très présente dans l'agriculture. On va échanger aussi avec monsieur Istas, justement, sur le retour d'expérience, parce que le Crédit Agricole est un financeur, justement, mais vous ne financez pas que des projets de méthanisation dans l'agriculture. Non, donc, alors je représente le Crédit Agricole du Nord-Est, donc on est sur les départements de l'Aisne, des Ardennes et de la Marne. Donc aujourd'hui, on a une douzaine d'unités de méthanisation donc, qui sont soit en construction, soit en exploitation. Et on en a 3 de plus qui vont démarrer bientôt. Donc pour une puissance installée de 3,3 MW. Accessoirement, on profite pour souligner que la méthanisation, contrairement aux autres énergies, quand on parle de mégawatts, c'est des mégawatts qui tournent pratiquement 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc c'est vraiment important. Et on a eu la chance, on a eu quelques précurseurs donc, d'accompagner les premiers projets nationaux. Et on a un retour d'expérience d'une dizaine d'années sur la méthanisation. Donc ça nous permet de dire aujourd'hui que la méthanisation est une filière intéressante pour ses porteurs, mais c'est une filière aussi qui reste extrêmement complexe et donc qui nécessite une forte expertise en termes d'accompagnement, tant technique, économique, financier, juridique, fiscal, réglementaire, et on peut en discuter tout à l'heure, il y a encore pas mal de points d'ombre.
Très bien. Alors, on a également Monsieur Gérard qui est chez Edora, qui est conseiller. Alors, comment justement Edora arrive aussi, elle, à soutenir la filière renouvelable, justement, le champ d'intervention et le plus justement que vous pouvez apporter avec via Edora? Oui, bonjour à tous. Donc peut-être en deux mots, Edora, nous représentons principalement les producteurs d'énergie renouvelable, mais nous défendons en tant que fédération l'ensemble des métiers du renouvelable. Au niveau de la Wallonie, c'est un petit peu le syndicat des énergies renouvelables, mais version wallonne, avec sa dimension évidemment. Alors, le cœur du métier, c'est évidemment de veiller à ce que les conditions pour le développement des projets soient optimales. C'est-à-dire essayer de se faire entendre auprès de toutes les instances publiques, que ce soit politique, administration, régulateur, pour avoir un cadre de soutien adapté, mais également pour avoir un cadre, je dirais, administratif adapté également. Donc, ce que Cécile nous a présenté tout à l'heure, eh bien, cela fait partie des missions d'Edora, c'est de veiller à ce que ce cadre évolue de la meilleure manière qui soit. Alors, une spécificité, et je ne peux m'empêcher de tiquer quand j'entends la biométhanisation, c'est du baseload, c'est du full-time. On se met souvent en porte-à-faux vis-à-vis et en contradiction vis-à-vis des autres énergies renouvelables. Nous défendons l'ensemble des énergies renouvelables, parce que nous sommes convaincus qu'il y a des complémentarités, des avantages aux unes et aux autres. Et donc, il est important pour nous de veiller à avoir un mix énergétique. Alors, aujourd'hui, en Wallonie, la discussion sur la transition énergétique, mot qu'on entend beaucoup en France, hein, vous avez un Grenelle, vous avez une ministre qui a poussé cette dynamique-là. Aujourd'hui, en région wallonne, il y a certaines avancées, mais la visibilité n'est pas encore complètement optimale quant aux objectifs, et notamment aux objectifs par filière. C'est quelque chose de très spécifique en France aussi, c'est d'avoir blindé dans les textes légaux les objectifs. Je pense que c'est d'ailleurs le seul cas en Europe. Nous insistons auprès de nos instances politiques pour qu'il y ait également pour chaque filière une vraie visibilité et des objectifs à l'horizon 2020, qu'ils soient ou non contraignants légaux, mais en tout cas qu'on sache dans quelle direction on va. Voilà, donc on travaille aujourd'hui surtout à ce niveau-là, c'est de s'assurer que le gouvernement mette ces questions-là sur la table, mène le débat jusqu'au bout, et qu'on sache pour les investisseurs, pour les développeurs, les porteurs de projets, où on va à l'horizon 2020 et puis à l'horizon 2030. Merci. Alors, on a également un vrai sujet, Madame Effeux, justement, sur tout ce qui est approvisionnement dans le cadre de la méthanisation. Alors, quel conseil, justement, vous pouvez donner ou quel enjeu, justement, on a à travers les projets de méthanisation et justement avec la gestion de l'approvisionnement? Mais l'approvisionnement, c'est quand même la base d'un projet de biométhanisation. On sait que c'est là que beaucoup de choses se jouent. C'est le départ du projet, de l'idée initiale. Quand on veut réfléchir à un projet de biométhanisation, un des premiers conseils qu'on donne, c'est savoir d'où provient les intrants qu'on veut y mettre. C'est sûr que vous êtes confronté au même type de questionnement. Finalement, que va-t-on mettre dans l'unité ? C'est encore un débat et ça fait partie des pistes de développement qu'on souhaiterait en région wallonne. On sait que tout ce qui est CET, donc les décharges ou les stations d'épuration, celles qui peuvent être équipées le sont déjà ou quasi. Au niveau des déchets, je dirais de type plutôt agroalimentaire, etc., là, il y a une certaine tension sur le marché. Je pense qu'en France, on est aussi dans cette même réflexion. Après, on a toute la question du déchet, enfin de tout ce qui est lié à l'agricole. Là, il y a un potentiel qui est encore à développer. Alors, je ne dis pas que pour tout ce qui est déchets agroalimentaires, il n'y a pas un potentiel qui est là, mais on sent quand même une tension. Et au niveau agricole, il faut voir toute la question des cultures énergétiques, toute la question... chez nous, les cives, c'est pas forcément, c'est peut-être intéressant certaines années, mais c'est pas un approvisionnement certain chaque année. Et puis il y a toute la question
des coproduits agricoles tels que feuilles de betterave, etc., mais dont le coût est encore relativement important. Puis tous les effluents d'élevage, évidemment, avec la question des distances, etc., à prendre en compte, évidemment. Alors, on s'en rend bien compte, hein, la méthanisation, ça peut être dans le secteur agricole, avec les témoignages qu'on a justement ici, dans l'industrie, etc. Il y a un vrai sujet aussi, Madame Bahami, justement sur l'intégration dans son environnement du projet, parce que ça peut faire peur à ses voisins, tout simplement, d'avoir un projet de méta juste à côté de chez soi. Alors comment vous accompagnez aussi les porteurs de projets là-dedans, et comment on va aider à la tolérance, quelque part, d'un projet de méta dans son environnement ? Alors, c'est vrai que lorsque les porteurs de projets nous sollicitent dans le cadre d'un projet de méthanisation, parfois la sollicitation vient avec l'idée, il n'y a pas de projet préétabli. Aujourd'hui, on essaye d'expliquer aux porteurs de projet qu'il doit concerter ses parties prenantes autour de lui. Même si l'unité de méthanisation peut fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire que ça peut être le cas d'une coopérative, ça peut être le cas d'une industrie agroalimentaire, d'un papetier, où il a ses propres gisements, ses propres déchets qu'il valorise pour sa propre consommation d'énergie. Il n'empêche que pour permettre une acceptabilité, j'ai envie de dire, sociétale, il faut aller vers les autres et communiquer sur les bienfaits que peut avoir la méthanisation. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, Monsieur Gérard, est-ce qu'il y a des points de vigilance, quelque part aujourd'hui, dans une approche comme ça de projet de méta, les points clés sur lesquels vraiment on ne peut pas passer à côté, quoi. Ouais. Donc, d'abord, peut-être juste au niveau des permis et du processus administratif, il y a très, très en amont dans le développement du projet des réunions publiques d'information qui sont fondamentales parce que c'est là qu'il va y avoir un premier contact et comme le disait Madame Bahami, c'est important aussi d'aller vers les citoyens. Alors vous avez évidemment, je dirais en dehors du cadre, vous avez évidemment certains porteurs de projets qui sont d'origine citoyenne. Vous avez des coopératives, alors, les coopératives pas au sens agricole français, mais les coopératives je dirais de citoyens qui se mettent ensemble, qui investissent dans ces nouvelles formes d'énergie. Voilà, c'est un levier également pour augmenter l'acceptabilité et je pense que c'est à tous les niveaux. Toutes les énergies, et il est évident qu'en éolien, on y est fortement confronté, mais en biométhanisation, il y a évidemment des enjeux en termes de charroi notamment, qui sont fondamentaux. Donc voilà, oui, au niveau des enjeux pour le développement local, c'est essentiel. Maintenant, je voudrais revenir un instant sur la question de l'approvisionnement. Donc c'est fondamental. Je voudrais quand même juste un petit peu éclairer avec le cas wallon actuel. Donc, nous avons un nombre restreint d'unités. Vous avez vu, on n'a pas beaucoup d'unités actuellement. Alors, depuis le 1er juillet, ici, il y a eu un changement et une augmentation du taux d'octroi. Je ne vais pas revenir sur toute la mécanique de certificats verts. Donc, on parle bien d'un système de premium, c'est-à-dire que ça vient en plus du prix de l'énergie physiquement valorisée. Donc on a un système qui est relativement orienté marché, c'est-à-dire qu'en tant que producteur, je dois réussir à vendre mon électricité au mieux. Et puis j'ai ce premium qui est la valorisation du certificat vert. Donc les fournisseurs d'électricité doivent restituer chaque année au régulateur un quota qui augmente. Et donc on a de plus en plus de certificats verts qui sont demandés par les fournisseurs qui doivent les restituer aux régulateurs. Mais on a un marché qui s'est effondré complètement. On a eu un non-contrôle absolu ces dernières années de l'explosion du photovoltaïque résidentiel qui fait que, je vais donner un ordre de grandeur, en 2012, on produisait 3 millions de certificats verts toute énergie confondue, et il fallait en restituer à peu près ce volume-là. En une année, on est passé de 3 millions à 6 millions. Le delta de 3 millions, donc le doublement du volume de certificats verts, est en grande partie généré par le photovoltaïque résidentiel. Donc on a eu un effet rebond d'une filière qui a impacté l'ensemble des filières, et donc on n'a plus de marché en fait. Le marché s'est écrasé.
Le marché qui était donc le certificat vert était valorisé entre 65 et 100 euros. Vous avez vu sur le slide de Cécile Henef 65 euros. C'est le minimum garanti. L'amende, donc la pénalité pour non-restitution de certificat vert dans le chef du fournisseur est de 100 euros. Et donc on peut imaginer un marché où le prix fluctue entre 65 et 100. Aujourd'hui, il est simplement à 65. Donc tous les business plans sont établis sur 65 euros. Cette donne-là, évidemment, a impacté directement les producteurs, notre quarantaine de producteurs, et particulièrement les producteurs de biométhanisation agricole, qui ont tablé sur un prix du certificat vert qui allait se maintenir aux alentours des 80-85 euros. 65, 100, vous prenez la médiane, ça fait 82,5. Tous les business plans ont été établis là-dessus. Le prix est à 65 aujourd'hui. On a un problème. Et donc, les biométhaniseurs aujourd'hui font face à la dégringolade du prix du certificat vert et en même temps à des difficultés de sourcing, d'approvisionnement, où le prix de la matière augmente parce que les voisins, et vous en êtes, on s'en réjouit, mais mettent la pression sur le prix de la ressource. Et donc, le prix de la ressource augmentant, eh bien, il a fallu envisager un plan de sauvetage pour ces unités agricoles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan d'approvisionnement, Cécile Henef en parlait tout à l'heure, est fondamental. Il ne s'agit pas d'aller caler un contrat à 15 ans. Tout le monde sait bien que ce n'est pas jouable. Mais par contre, la démarche du porteur de projet d'aller creuser et d'aller voir où il va pouvoir s'approvisionner pendant 10, 15, 20 ans est fondamentale. Vous l'avez dit, on est sur un marché international et on est les premiers à plaider pour avoir une approche européenne. Lorsqu'on a un gouvernement qui s'entête à faire des inventaires ultra précis, qui s'arrache les cheveux pour essayer de compiler des données et de savoir précisément combien de tonnes d'effluents et combien d'hectares et de feuilles de betterave on va pouvoir ramasser, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais ça donne des ordres de grandeur. Il faut rester à l'échelle européenne. Il faut que les porteurs de projets puissent avoir accès à un libre marché, mais en étant attentifs au fait que la ressource est limitée. Donc l'impact de la ressource. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi, Madame Bamy, justement, un bon schéma ou le schéma type pour la méthanisation avec une alliance, par exemple, entre le fournisseur d'approvisionnement et puis une alliance directe aussi avec le fournisseur d'énergie? Est-ce qu'il y a un bon schéma ou est-ce que finalement on peut laisser un peu libre cours à notre imagination quand on est sur un projet de méta? Alors, il n'y a pas de schéma standard. La méthanisation est trop complexe pour avoir un seul et unique schéma comme on pourrait avoir une chaufferie bois. Donc, mais pour autant, la problématique de l'approvisionnement est importante. Alors, elle ne se pose pas quand on est soi-même détenteur de ses propres déchets, comme peut l'être un industriel qui va valoriser ses déchets en production d'énergie et valoriser l'énergie parce qu'il est lui-même consommateur d'énergie. Donc là-dessus, c'est ce qu'on appelle les circuits fermés et ça marche très bien. Et ce n'est pas ces projets-là qui sont impactés. C'est plutôt les projets, on va dire, qui ne sont pas détenteurs de la ressource et qui vont dépendre d'acteurs économiques autres pour alimenter des plans d'approvisionnement. Et donc, dans ce cas-là, ce que l'on préconise, c'est de mutualiser les acteurs économiques sur un territoire qui sont détenteurs de matières organiques, ceux qui sont aussi capables de la valoriser et ceux qui sont capables aussi de consommer l'énergie issue de cette problématique de méthanisation. Donc, on encourage les porteurs de projets à tisser des liens avec les acteurs économiques de leur territoire pour justement sécuriser le plan d'approvisionnement. Et ça va au-delà, et donc là, pour le coup, il n'y a pas de schéma unique. J'ai envie de dire qu'il faut laisser libre cours à l'imagination, voire même au schéma innovant. Et on a des projets où les différents détenteurs des matières organiques sont actionnaires du méthaniseur eux-mêmes, donc sont partie prenante, contributeurs, et donc impliqués pour sécuriser le plan d'approvisionnement, comme on peut aussi en avoir sur la valorisation énergétique. Donc il est important d'établir des partenariats ou privés-privés ou publics-privés sur son territoire, avec différents schémas, différentes formes, à la fois sur l'aspect juridique de l'unité de méthanisation, comme la prise de participation à l'unité de méthanisation.
Alors justement, quand on a avancé sur ce projet, sur ces accords, le financier que vous êtes, hein, monsieur Istas, va octroyer les financements justement. Alors quel type de financement a le droit aujourd'hui le porteur de projet dans le cadre d'un projet de méta? Alors, suivant le type de projet, on va avoir deux approches distinctes. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les approvisionnements, surtout pour le premier type de projet, c'est-à-dire les projets de type agricole ou collectif agricole. Pour ces projets-là, en termes d'approvisionnement, donc dans les analyses, on va systématiquement vérifier que l'exploitation, enfin le projet en tout cas, même s'il a le recours à des matières extérieures, en cas de difficulté majeure à venir, sera capable de se retourner sur lui-même pour devenir autosuffisant en termes d'apport de matière. Ça, c'est systématiquement vérifié, parce qu'on se rend compte que le marché des matières méthanisables est quand même se tend très vite, et au train où on est parti, on ne sait pas trop où on va. On peut être autosuffisant, on va dire, sur le papier, et puis chaque année avoir des opportunités de contrats de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, voire de 5 ans parfois. Mais dans tous les cas, on a un business plan qui est équilibré en autosuffisance. Ce qui aujourd'hui peut nous poser des soucis, puisqu'on commence à entendre parler d'interdiction totale de culture. Sachant qu'un agriculteur, par définition, a plutôt tendance à vendre ses cultures et aller chercher des déchets si ils sont plus performants en termes économiques. Mais s'il n'y a plus de déchets, il faut qu'il fasse tourner son méthaniseur quand même. Voilà. Donc ceci étant, pour l'approche financière, en fait, on a deux approches distinctes sur le type de projet. Donc le premier type de projet, qui sont donc de type agricole, individuel ou collectif, on va avoir une approche, alors voilà, c'est un peu financier, on appelle ça corporate, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir une approche en financement objet par objet. On a des outils et une expertise dédiée qui est locale, et on va faire un accompagnement donc très pointu sur la trésorerie. Ça, c'est un point qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, surtout sur la phase projet. Donc avec tout un tas d'outils d'accompagnement aussi sur la trésorerie. Donc concernant la problématique des taux, des garanties et autres, on sera sur du projet, enfin des gammes d'offres de type agricole. Voilà. L'autre grand type de projet, ce sont donc soit les gros projets collectifs, soit les projets de type industriel. Donc là, cette fois-ci, on aura une approche plutôt en expertise projet. C'est-à-dire qu'il y aura une société dédiée, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire la société n'est pas... les porteurs ne sont pas engagés personnellement dans la société. Et donc, cette fois-ci, on aura une expertise nationale avec une filiale qui s'appelle Unifergie. Et concernant les normes financières, les taux, on sera cette fois-ci sur des approches plus industrielles, c'est-à-dire avec des ratios un peu plus serrés. Très bien. Alors justement, l'approche d'expertise, la mutualisation d'expérience, c'est important aussi pour vous, pour accompagner tous ces projets-là. Vous avez besoin de vous entourer d'experts parce que c'est des projets qui sont très atypiques aussi à chaque fois. Alors, chaque projet, là, ça a été dit, je le confirme, chaque projet est vraiment un projet spécifique. Donc, il faut vraiment les utiliser, les analyser un par un. Et on s'est vite rendu compte que, en fait, on est dans une filière qui est relativement nouvelle, plutôt mouvante. Il y a pas mal de réglementation qui n'est pas encore bien claire, voire qui évolue. Et donc, il a paru très rapidement nécessaire de mutualiser les expertises. Et donc, dans un département voisin, 2 départements voisins maintenant, et bientôt aussi dans le département de l'Aisne, donc se mettent en place des organisations qui s'appellent guichets uniques,
Leur objet, c'est de mutualiser donc, les expertises sous les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est pouvoir donc accompagner les projets dans une logique d'expertise pluridisciplinaire. On peut aussi avoir un rôle d'animation et de formation sur la méthanisation. Alors formation des porteurs, mais aussi formation des experts, parce que ça évolue quand même très souvent. Et le principe, c'est que pour pouvoir être fonctionnel, il faut qu'on soit avec des équipes plutôt réduites. Si on est à 30 dans une salle, on ne bouge pas. Quand on est 3 ou 4, on arrive à vraiment travailler autour d'un projet et à sortir des choses intéressantes. Voilà. Et donc c'est bien en cours de mise en œuvre dans l'Aisne. Voilà, alors tout ce qui est justement expertise. Monsieur Dauger, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de développement sur le territoire, mais aussi en France, avec un objectif de 1500 méthaniseurs, l'objectif 2020. Comment va-t-on y arriver ? Je dirais que je vais commencer par un autre truc. J'entends plein de choses de bon sens, et je le dis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai parlé que des chambres, mais on travaille avec le syndicat d'énergie renouvelable, on travaille avec l'ensemble des OPA et ainsi de suite. Et dans ce cadre, il se trouve que je suis le représentant de l'agriculture, aussi bien au CNT, aussi au Comité national de transition énergétique, qui a préparé la loi et qui prépare la conférence environnementale. Et ça serait bien qu'au CNTE, on ait des gens comme on entend là, parce que malheureusement, on a une vision, ça a été dit, très statique et très unique par rapport à la méthanisation. On a une vision, voilà, il n'y a pas de cas unique, il n'y a pas de cas... Et malheureusement, le gouvernement, et pas que gouvernement d'ailleurs, beaucoup trop complexe sur ce sujet-là. Et c'est vrai que derrière ça, on a des objectifs de 1000, 1500, et je voyais des sourires apparaître quand on a dit 1500. Je pense que voilà, c'est politique, c'est clair. Mais si on veut y arriver, il faut déjà être pragmatique. Je vais prendre c'est vrai que c'est une filière complexe, il y a eu quelques choses qui ont été dites, et l'acceptabilité, c'est vrai que c'est dans le débat. Je pense que c'est important, le type de coopérative. Simplement, dans la loi française, on veut le rendre obligatoire, par exemple. C'est-à-dire qu'on veut rendre obligatoire la prise de participation des voisins au projet. Je ne vous raconte pas. Alors, autant c'est bien quand on peut le faire. Non, mais c'est bien quand on peut le faire. Et autant le rendre obligatoire. Ça, c'est un premier exemple. Le premier exemple de blocage, ça a été sous-entendu, c'est les végétaux dans les méthaniseurs. Autant le système allemand, même au niveau professionnel agricole, ne nous satisfait pas, je défends. Mais ça a très bien été dit. Il y a déjà une pression sur les déchets aujourd'hui. Si on arrive vraiment à 1500 méthaniseurs, il y en aura forcément plus, parce qu'on va multiplier par 10 le nombre de méthaniseurs. Il est impératif d'assouplir, c'est un des éléments, de permettre justement l'intégration en termes de capacité énergétique du projet, en termes de durabilité dans l'approvisionnement si malheureusement il y a une rupture de contrat. Voilà. Les cives, ce n'est pas suffisant, vous l'avez dit, parce que les cives au sud de la Seine, au sud de la Loire, c'est facile parce que les récoltes sont tôt. Donc on peut ressemer fin juin et pouvoir refaire une troisième culture entre le mois de juin et le mois d'octobre. Quand vous êtes au-dessus de la Loire, et en particulier en Belgique, au-dessus de la Seine, les moissons sont souvent trop tardives et on ne peut pas semer une cive au 15 août ou au 1er septembre, c'est clair. Donc voilà, c'est vraiment de l'assouplissement. Et puis la deuxième point pour arriver à ces 1500, la profession, encore une fois, on est prêt à jouer le jeu, quoi. Il y a du potentiel, il y a des besoins, il y a même quelque part une nécessité par rapport au problème des effluents, à l'impact des effluents. Le deuxième point où on complexifie les choses, c'est sur les tarifs de rachat. Là, on a bien dit que c'était dernier 2011, mais on est en train de revoir tout ça, en partie à cause de la communauté européenne, d'ailleurs, il faut le dire, mais en partie. Et on va avoir un double... On va voir les moins d'un mégawatt qui auront un système de tarifs sans prime, théoriquement, parce que l'Europe l'interdit. On voit très bien que sans prime, ce n'est pas viable, donc il y a une vraie problématique. Nous, quand on demande à ce qu'il y ait une expérimentation un peu de tarifs en fonction des projets, parce qu'on nous propose des projets, des tarifs uniques, et on sait très bien qu'en fonction du méthaniseur, de sa capacité, de ce qu'on met dedans, le tarif ne peut pas être unique. Et ensuite, pour les plus gros, les plus d'un million, on va partir sur des appels d'offres, un méga, pardon, on va partir sur des appels d'offres. Et là, l'inquiétude qu'il y a, c'est que s'il y a vraiment des gros projets qui se créent, c'est pas du tout qu'on est contre, c'est qu'il faut évaluer l'impact du projet localement, et vous l'avez très bien dit, de travailler en pools régionaux.
un gros projet qui arrive dans une région peut complètement déstabiliser le marché du déchet. Et malheureusement, dans les propositions d'appel d'offres ou dans les idées nationales sur les appels d'offres, il n'y a aucune étude d'impact par rapport à tout ce qui est intrant dans le méthaniseur. Et voilà, c'est des exemples, et c'est pour ça que ça a besoin de souplesse, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vous laisser faire, hein. Il y a besoin de règles, il y a besoin d'un cadre, mais entre un cadre très restreint et un cadre un petit peu plus ouvert, voilà. Et la vraie problématique au niveau développement de ces 1500 méthaniseurs, c'est qu'on n'y arrivera qu'à la seule condition, c'est qu'on ouvre un peu les portes pour permettre des méthaniseurs différents, qu'on ouvre un peu les portes aussi aux produits végétaux en fonction du projet, en tout cas de la possibilité, dans la durée, ça peut démarrer par des déchets, mais dans la durée, de laisser une possibilité agriculteur, cette année, on a parlé de qualité de production végétale, moisson, que ça fait un petit peu le buzz dans les journaux au niveau France. Vous avez par exemple des années où vous avez des mycotoxines. Mycotoxines, personne n'en veut, aussi bien l'alimentation humaine qu'alimentation animale, parce que ça cause des problèmes en alimentation animale. Rien ne n'empêcherait, sur des lots qui ne peuvent plus aller à destination d'autre chose, de les intégrer aussi éventuellement dans le méthaniseur. Mais pour ça veut dire que c'est quelque part au cas par cas, en fonction du climat, en fonction de l'année. Et les 1500, sur le territoire, on peut y arriver, parce que les besoins d'énergie renouvelable, vous avez tout à fait raison, c'est un mix énergétique vers lequel on va, donc c'est pas que la méthanisation, mais la méthanisation à sa place. Je rappelle l'objectif de la loi, 32% d'énergie renouvelable, c'est quand même un objectif ambitieux par rapport, et c'est bien, hein, je ne le critique pas, mais si on n'ouvre pas les portes par rapport à l'objectif, et voilà, mais c'est pour ça que je termine comme j'ai commencé, ça fait plaisir de voir que sur le terrain, les gens qui travaillent à la méthanisation ont compris et partent plutôt dans ce... maintenant, il faut faire remonter aux décideurs et aux politiques. Je le dis parce que j'étais encore au Sénat hier en audition. Quel que soit le parti politique, il y a quand même au niveau national une vision très statique et très rigide des choses, et même chez les politiques. Donc il y a un vrai travail de fond pour faire comprendre ce qu'est la méthanisation et que c'est pas binaire. Alors la législation avance très vite, c'est ce qui semble être un petit peu qui rend les projets un peu lourds justement. Madame Effet, on avait échangé en amont sur la durée moyenne entre guillemets de la mise en place d'un projet. Avec cette lourdeur administrative, globalement, c'est combien de temps pour mettre en place un projet, de la réflexion je dirais, au moment où on appuie sur le bouton, quoi. C'est long, très long. Je compte environ 5 ans et c'est plutôt... c'est assez optimiste. Minimum 5 ans. Il y a des projets qui ont pris beaucoup plus de temps à se lancer. Maintenant, tout dépend aussi de la taille. Donc, on a une spécificité, c'est qu'on a plusieurs unités de moins de 10 kW qui sont installées pour vraiment être dans l'autoconsommation de l'exploitation agricole. Là, ce sont des projets plus rapides, notamment liés au permis, qui est une démarche beaucoup plus simplifiée dans ce cas-là. Mais oui, il y a des projets qui prennent énormément de temps. Donc, on a toute la partie études, donc recherche des intrants, etc., qui prend du temps. Puis, on a la partie réellement, tout ce qui est permis, qui peut prendre 1 an, voire un peu plus. Tout va dépendre de comment ça se déroule. Et puis, il y a toute la partie aussi financement, parce que justement, avec le problème des certificats verts, pendant ces dernières années, trouver des financements a été très difficile. Et enfin, on a la construction et la mise en route. C'est pas quelque chose qu'on lance comme ça et demain ça fonctionne. Donc ça prend du temps. Alors 5 ans en Wallonie, en France on nous parle de choc de simplification. Est-ce que ça va plus vite en France, Madame Bamy, justement ? Alors est-ce que ça va plus vite en France ? C'est une question piège, c'est ça ? L'idée, c'est d'aller plus vite. En tout cas, la volonté politique, c'est d'aller plus vite et d'arriver à simplifier les démarches administratives, tant sur leur durée de traitement que sur l'attribution de l'ICPE, du permis de construire. Et donc la Picardie, justement, est en démarche expérimentale pour pour une démarche unique qui va à la fois regrouper le permis de construire et la demande en ICPE. Donc il faut espérer que ça va raccourcir les délais, en tout cas on l'espère, pour les porteurs de projets. Nous, par expérience, entre le moment où le porteur de projet émet l'idée de la méthanisation,
avec quand même une idée un peu précise en tête, et le moment où il met la première pierre sur le terrain, il y a un minimum de 3 ans. Minimum de 3 ans, parce qu'il n'y a pas que les démarches réglementaires d'ICPE et de permis de construire, il y a aussi des démarches de raccordement qui sont compliquées, parfois un peu longues, et puis parfois donnent des surprises, donc qui nécessitent des dérogations et donc raccourcissent encore plus les délais. Il y a aussi l'attribution des prêts bancaires qui prend un certain temps. Il y a aussi les partenariats à chercher dans le cadre des projets, qu'ils soient publics, privés, enfin voilà, bon, peu importe, mais en tout cas ça prend un certain temps. Donc tous ces éléments-là, tous les bons ingrédients ont besoin d'être réunis pour que la méthanisation puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas toujours le cas. Sans compter évidemment l'acceptance ou l'acceptation sociétale de certains projets. On a vu des projets qu'on a accompagnés qui avaient tout pour réussir, y compris les prêts bancaires, les aides de l'ADEME, etc. Enfin vraiment tout ce qu'il fallait pour être le projet de l'année et qui n'ont pas lieu parce qu'ils n'ont pas été acceptés socialement et ils sont plantés. Donc voilà. Donc en tout cas, ça avance pour la Picardie au niveau de la simplification. Je voulais juste revenir peut-être avec vous également sur quelque chose qui vous tient à cœur dans tous les projets que vous abordez avec justement ces porteurs de projets. C'est l'économie circulaire, c'est gage de réussite. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évincer d'un projet de méta. Et si vous pouvez revenir justement sur ce qu'est l'énergie circulaire. L'économie circulaire. Alors oui, un projet de méthanisation, c'est bien un échange de flux matière et de flux énergétiques sur un territoire. Donc on est bien sur une valorisation de proximité d'une matière secondaire qu'on appelle déchets ou coproduits, enfin peu importe. Il s'agit bien de la valoriser localement en une matière première pour une activité. Alors chez nous, c'est l'activité agricole qui la valorise en premier et qui la valorise au mieux, notamment sous l'angle des fertilisants, donc des intrants, mais aussi d'amendements organiques, avec une valorisation énergétique, puisqu'il y a une production d'énergie qui va, via les échanges de flux, servir à une consommation locale. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. On garde la matière et l'énergie sur un territoire et on construit le projet de méthanisation au travers de ces éléments-là. Donc, comme on le fait pour le papier, les métaux non ferreux, le plastique, le carton, on cherche à récupérer ces gisements pour leur redonner une deuxième vie et limiter notre dépendance aux ressources, notamment fossiles. Et c'est pareil pour l'énergie. Donc, c'est bien de l'économie circulaire. Alors, si on fait un zoom justement avec vous, Monsieur Gérard, sur les digestats, parce que c'est la fin quelque part de l'économie circulaire, la qualité de ces produits, est-ce que finalement on arrive à une substitution à 100% des engrais qu'on utilisait avant avec les digestats ça avance justement là-dessus? Alors, on ne va pas remplacer comme ça à l'échelle du territoire les engrais, les intrants par les digestats. Par contre, les points ont été soulignés tout à l'heure, la question de la reconnaissance, de la minéralisation d'une partie de l'azote. Mais tout ça sont des débats qui ont lieu à l'heure actuelle au niveau européen, avec du côté de la Wallonie, simplement un regard tourné vers l'Europe en disant tant que l'Europe n'a pas décidé, nous, on ne bouge pas. Tout l'enjeu, c'est évidemment que le digestat puisse être reconnu d'abord comme un produit et puis comme un fertilisant. Alors évidemment, on rentre après dans tout le débat directive fertilisant qui dit également directive REACH. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de conséquences aussi sur ces aspects-là. Alors derrière tout ça, il y a le statut de end of waste et le fait que, en fonction des intrants, vous allez pouvoir faciliter la valorisation du digestat, ce qui serait évidemment un bon sens. Que vous ayez des déchets ménagers ou des effluents d'élevage, l'enjeu il est totalement différent et la maîtrise de l'intrant et la connaissance de l'intrant est évidemment très différente. Et donc, il y a lieu de fortement simplifier dans une logique locale et on s'inscrit évidemment à 200% dans une logique d'économie circulaire, c'est certain. Voilà, sur le digestat. J'en profite que j'ai la parole pour rebondir sur la question de la durée de développement. Les 5 ans minimum. Oui, les 5 ans minimum. En fait, un des points très importants, c'est que le soutien auparavant n'était pas suffisant, ou en tout cas était très limité, et donc les businessmen étaient un peu torturés.
Et donc après, il fallait passer chez mon voisin de gauche pour réussir à le banquer. Ça prenait du temps. Franchement, dans le procès, c'était énorme. Aujourd'hui, depuis le 1er juillet, on a une augmentation du taux d'octroi. Je ne vais pas venir sur les détails, mais qui donne des perspectives et qui donne vraiment je dirais une bouée de secours pour développer les projets. Donc aujourd'hui, on peut espérer que ça ira plus vite, même si sur le plan administratif, permis, etc., ça ne bouge pas encore. Très bien. Alors justement, on va finir avec le financeur, parce que quand on s'est bien entouré, quand on a bien mûri son projet, justement, quand est-ce que vous dites oui à un projet, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut justement comme point clé de ce projet pour le mener à bien et pour le financer? Alors je vais rebondir quand même sur ce qui vient d'être dit, en prenant des exemples, puisqu'on a 2 projets de méthanisation là, qui viennent de se déboucler donc financièrement cette semaine. Donc ce sont des projets qui ont eu les accords de l'ADEME en Champagne-Ardenne, donc juste avant l'été. Les accords de financement ont été donnés tout début septembre. La phase la plus longue a été la négociation du taux. C'est-à-dire que les agriculteurs étaient un petit peu, souhaitaient avoir des conditions financières. Et donc ils ont eu l'accord juillet-août quand même. 2 mois après, on va dire présentation définitive du dossier. Alors pourquoi on a pu aller aussi vite? Tout simplement parce que dans le cadre d'un guichet unique, on a pu travailler en amont. On est plus en partenaire qu'en simple financier. Donc on a pu travailler en amont, on a pu aider à constituer le dossier qui allait bien. On a pu répondre aux questions, entre autres d'approvisionnement ou de choses comme ça, donc avant. Et donc ça permet de pouvoir rendre réponse au niveau financier en quelques semaines. Donc la rapidité en tout cas sur la prise de décision. Alors maintenant les points clés justement pour amener à bien ce projet. Donc les points clés, pour moi le principal c'est le porteur du projet qui devra être capable de porter des projets quand même très complexes. Donc si possible avoir une expérience déjà dans des projets complexes. Tous les porteurs que j'ai pu croiser qui ont terminé des projets et qui avaient déjà porté d'autres projets complexes disent tous systématiquement celui-là il est costaud quand même. Ça c'est systématique. En termes de durée, moi je serais plutôt un peu plus optimiste sur des projets agricoles. On arrive à sortir maintenant des projets en 3 ans. Entre, on va dire, une décision avancée de démarrer l'étude et le projet qui démarre, on arrive maintenant à... on a des porteurs, faut des porteurs costauds, mais on arrive à sortir en 3 ans. Dès qu'on va passer sur du collectif ou l'industriel, on va plus retomber sur des durées de type 5 ans, voire plus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça on est extrêmement vigilant, c'est la sécurisation donc des différents volets de l'exploitation. Et le point numéro 1, c'est la sécurisation des approvisionnements. Donc je l'ai dit tout à l'heure, soit on a la capacité d'être autosuffisant en approvisionnement, soit si on a recours à des approvisionnements extérieurs, on fait un crash test et on prend l'hypothèse où l'exploitation doit produire ses approvisionnements. Donc est-ce qu'elle techniquement elle peut le faire? Et évidemment, quand on produit ces approvisionnements par des cultures dédiées, ça coûte plus cher. Et donc on intègre ça dans le business plan et on regarde si ça passe quand même. Donc ça c'est systématiquement réalisé. Dans les eaux de sécurisation, on va voir la chaleur. Donc est-ce que ma chaleur, je pourrais valoriser de façon durable? Après, on va voir toute la problématique du matériel, la disponibilité du matériel, les problématiques d'épandage, les problématiques de maintenance, etc., etc. Le point suivant, c'est le process et le matériel. Bien évidemment, un process et un matériel éprouvé présente beaucoup moins de risques qu'un process très innovant. Et donc, il y aura plus de facilité pour financer des unités avec des process éprouvés. Ou sinon, il faudra mettre plus de sécurité au cas où ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Accessoirement,
Donc ça, c'est plutôt un message. On suggère, quand les dossiers sont présentés, d'avoir des devis détaillés. On a encore des fois des unités qui arrivent avec 4 lignes de devis et un chiffre de 2 millions en bas. Un chiffrage précis. Oui, voilà. Donc on préconise des devis détaillés et complets, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Bien évidemment, le respect de critères financiers. Sinon on ne serait pas banquier. J'en ai mis quelques-uns, mais il y en a d'autres. Paradoxalement, on parle souvent de TRI. Nous, on l'utilise plutôt peu parce que c'est pas forcément le critère qui est le plus pertinent pour mesurer, on va dire, la rentabilité économique d'une unité. On va utiliser ce qu'on appelle la DSCR. C'est en gros la couverture des échéances par la rentabilité. Donc c'est un pourcentage. On va utiliser bien évidemment le ratio d'autonomie financière, c'est-à-dire que la structure qui va porter le projet devra avoir une certaine surface financière, un niveau de fonds propres suffisant, pour faire simple. Fonds propres auxquels on intègre les subventions. On va intégrer la notion de retour sur investissement. Et puis, on va intégrer aussi une notion un peu plus générale, c'est la capacité du porteur à faire face à un aléa majeur. C'est sa surface financière générale si on a un aléa majeur. Autre point, donc, c'est ce qui est toujours favorable dans un dossier, c'est d'avoir une vision complémentaire. On a souvent des présentations de projets, des études économiques qui sont réalisées par le constructeur, ce qu'on préconise souvent sur des projets, on va dire, de taille conséquente, ou quand le constructeur n'a pas forcément beaucoup de références, c'est de faire une étude complémentaire par un bureau indépendant, voire dans certaines régions, quand il y a un guichet unique avec des techniciens chambre capables de le faire, on peut avoir un avis extérieur du technicien chambre sur la pertinence du projet. Et puis après, bien évidemment, on va regarder le respect de tout ce qui est normes, réglementation. Et là, pour le coup, on a quand même de sérieux soucis. Les normes évoluent régulièrement. La dernière, on parle d'interdire toute culture dans la méthanisation. On fait quoi avec les méthaniseurs qui tournent avec 10, 15, 20% de leur méthanisation qui provient de culture? On les arrête? On ne sait pas. Une autre problématique, c'est que suivant le code rural ou le code général des impôts, la méthanisation n'a pas tout à fait le même statut. On est sur une activité commerciale d'un côté, sur une activité agricole de l'autre. Et aujourd'hui, par exemple, on a des questions sur la fiscalité, taxes foncières, etc. Alors, il y a des choses qui sont en cours, mais sur les projets portés par dans des structures agricoles portées par des agriculteurs, aujourd'hui, on a des interrogations. Clairement, normalement, la taxe foncière ne s'applique pas dans les exploitations agricoles. Demain, on ne sait pas. C'est 10, 20, 30 000 euros d'impôts en plus ou en moins dans le business plan. C'est quand même un aléa relativement important sur les équilibres d'un projet. Et c'est quand même toujours un peu désagréable de faire des business plans sur l'avenir avec des aléas qui ne relèvent pas d'aléas, on va dire, liés au fonctionnement. Ça, on sait le mesurer. À la limite, on a des plans de repli, mais là, sur la fiscalité, sur la législation, on est démunis. Alors pour finir peut-être, Monsieur Dauger, par rapport à ça, sur le retour d'expérience sur les projets de méta qui sont en place, est-ce que par rapport au business plan justement qui a été établi en amont, nous sommes dans les clous, où il faut justement se garder une bonne marge de manœuvre pour cette évolution fiscale notamment et puis réglementaire? Je l'ai dit tout à l'heure, on voit sur les... Bon, il y en a peut-être un petit peu moins dans la région, mais il y a un peu plus de méthaniseurs dans l'Ouest notamment. On voit quand même la grande fragilité et un certain nombre de projets avec des business plans qui a priori tenaient, qui aujourd'hui ne sont pas à flot économiquement, ça c'est clair. Donc se pose aussi la question, il y a un pourcentage relativement important. Pourtant, ils pensaient avoir bien analysé, mais
la marge est tellement faible qu'il suffit les 20 ou 30 000 euros d'impôt là pourraient. Et d'ailleurs, il y a quelques avancées, j'espère que ça va avancer sur ce sujet, mais on sent bien qu'on est sur des projets avec beaucoup d'investissement humain, et ça je suis tout à fait d'accord, mais financier aussi, et un retour sur investissement qui reste quand même dépendant d'un certain nombre de choses, dont certaines, il y a certaines liées à l'alimentation, mais aussi certaines liées au climat pour certaines choses ou à d'autres, donc que le porteur ne maîtrise pas. Et donc on voit bien qu'on est, et c'est là qu'on, quelque part, on tire aussi un peu la sonnette d'alarme. C'est bien de dire il faut, mais il faut en tout cas garantir, et sur la durée, en tout cas sur la durée de remboursement des emprunts, un minimum de rentabilité du projet. Et on a été un peu pris au niveau agricole par le photovoltaïque avec les changements de tarifs très brutaux qui ont occasionné quand même des gros soucis au niveau photovoltaïque en France sur certains projets. On ne voudrait pas que ça soit la même chose, avec la différence là, c'est que si on a des échecs sur le terrain, ça se sait, et ça a été dit, c'est très complexe. Ça ne va pas forcément donner les idées où voilà, les gens vont se poser les questions. C'est aussi pour ça, il y a des projets individuels, pour les gens qui sont quelque part, qui ont déjà eu des projets importants et qui sont capables. On préconise aussi des projets collectifs au niveau agricole, dans cette optique aussi de valoriser, mais aussi quelque part de s'assurer que le projet, seul, c'est peut-être risqué sur beaucoup d'exploitations quand même. Avec derrière, je terminerai juste là-dessus, c'est quand même pour moi, un véritable enjeu, notamment pour le monde de l'élevage. Et c'est souvent ce que je dis au ministère, c'est aussi, il faut voir ce côté-là, c'est une chance pour le monde de l'élevage, non seulement économique, si ça peut valoriser un déchet, on passe d'un déchet à une matière première, c'est quand même valorisant, mais aussi l'élevage par rapport à l'environnement. Et je reviens sur ma directive nitrate et tout ça, qui change aussi tous les 3-4 ans, qui nécessite des investissements dans un certain nombre d'élevages qui causent la tension actuelle. C'est aussi une solution, ça peut être une solution, mais pour que ça soit une solution, il faut ouvrir un peu les portes pour dire aux éleveurs, vous avez des investissements à faire, réfléchissez quand même votre effluent, est-ce qu'il ne peut pas devenir autre chose, alors du compost évidemment, mais aussi de la méthanisation. Mais pour ça, il faut que les agriculteurs ou que les gens qui ont des projets sentent que ça ne va pas être une usine à gaz, c'est le cas de le dire, mais tellement complexe avec des risques tellement importants. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut garder l'élevage parce que l'élevage c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour je suis le premier défenseur de l'élevage, mais donnons-lui les moyens. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Hein. Alors, ils ont peut-être allé trop loin, je suis d'accord, mais l'idée des Allemands, c'était notamment dans le secteur laitier, c'était de proposer un complément de revenus à leurs éleveurs par la valorisation de l'énergie. Je ne dis pas qu'il faut aller sur 100% végétaux, ça a été très bien dit. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut tout complexifier et ne pas permettre à des projets, en plus c'est vraiment des projets de territoire, à des projets de territoire de vivre et de permettre de garder un certain nombre d'éleveurs sur le terrain. Très bien, merci à toutes. Madame Mani, peut-être pour conclure, alors on va vous laisser la parole, il y a un dernier micro là. C'est à la fois pour rebondir et conclure sur ces échanges, mais effectivement, un des aspects qui n'a pas été abordé, mais qui est quand même assez essentiel dans les projets de méthanisation, c'est d'arriver à mettre sur le marché français des équipements de méthanisation qui soient économiquement acceptables, supportables aux porteurs de projets, quels qu'ils soient, de petite taille. Un petit éleveur peut peut-être aussi faire de la méthanisation comme on le fait en Wallonie à 10 kW pour son autonomie énergétique. Bon, pourquoi pas ? On peut peut-être rêver là-dessus, ce qui veut dire que ça nécessite aussi, et c'est pour ça que je l'avais cité dans ma présentation, un soutien à l'innovation. Il faut que l'on soit présent dans l'innovation de l'équipement français pour avoir des méthaniseurs pas allemands, forcément. Les méthaniseurs à béton, ça coûte de l'argent, c'est très cher, c'est compliqué. On n'a pas forcément non plus la maintenance qui va avec, parce que les compétences ne sont pas encore développées, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi la partie équipement et qui est très importante. Faire aussi en sorte, dans le plan de financement, que l'équipementier qui va accompagner le méthaniseur ou le porteur de projet ne fasse pas faillite 2 mois après et le laisse en rate. Ça s'est déjà vu sur des projets qu'on a financés, notamment en Ile-de-France et ailleurs. C'est comment on fait, quoi. Alors il y a des porteurs de projets qui retroussent les bras, qui se mettent méthaniseurs, qui changent des pièces, qui en veulent parce qu'il y a des créances à chaque fin de mois et que si le méthane n'est pas injecté, ça pose problème. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité et auquel cas ça peut être un drame.
Alors, Monsieur Gérard, pour conclure la conclusion, et après on termine, s'il vous plaît. Vraiment juste un tout petit mot. Donc on parle de la convergence de deux secteurs d'activité. Moi j'ai envie d'en rajouter un troisième qui est fondamental, c'est le monde de l'énergie. On parle de plus en plus de décentraliser, c'est une excellente chose et c'est un modèle qu'évidemment on soutient en premier chef, mais il faut veiller à une intégration dans le système énergétique dans sa totalité. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas, et on est content de voir que l'Europe fait marche arrière sur l'harmonisation des mécanismes de soutien. Néanmoins, l'évolution, elle ira vers une plus grande intégration dans le marché de l'énergie. Et donc, dès aujourd'hui, il est important que tous les protagonistes se mettent ensemble autour de la table. Et ça permettra aussi, par rapport à la complexité des projets dont vous faisiez mention, de passer au-delà de ça. Et enfin, dernier petit mot, vous avez parlé 2 fois de culture dédiée. On voit un débat émotionnel sur ces questions qui est piloté par ce qui s'est passé dans le domaine des biocarburants. Si on s'inscrit dans une logique d'économie circulaire à l'échelle locale, la culture dédiée, elle a du sens. En tant qu'Edera, on défend, on ne veut pas le modèle allemand du 100% maïs énergétique, no way. Par contre, il est évident que tant pour le portefeuille de l'agriculteur que pour le fonctionnement en toute saison d'un biométhaniseur, ça a du sens. Et donc ça, on va inviter nos politiques, évidemment, à pousser dans cette direction. Très bien, merci à toutes et à tous, on peut les applaudir et merci pour votre engagement en tout cas au développement des projets de méthanisation. Voilà, cette première partie de matinée se termine. Je vous invite à faire une pause d'un quart d'heure pour un retour en salle pour 11h15.